tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Mon invitée cette semaine est exploratrice et cinéaste sous-marin. Les 14 et 15 septembre dernier, elle a plongé de la pointe ouest de l'île de Montréal à la pointe est. Donc une traversée aquatique de plus de 30 heures sous l'eau de 70 km, une odyssée aquatique jamais tentée auparavant. Et le but de l'aventure, mieux connaître le fleuve Saint-Laurent, qui constitue la plus grande source d'eau potable à Montréal. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, qui a été intronisée au temple de la renommée en plongée sous-marine, rien de moins, Nathalie Lasselin. Bonne émission. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci. D'abord, on va parler de ton odyssée aquatique à Montréal, donc de 70 km, plus de 30 heures sous l'eau. Tu es partie de la pointe ouest de l'île jusqu'à la pointe est. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce projet? Je fais en fait de l'expédition et de l'exploration sous-marine depuis de nombreuses années. Et à chaque fois que je reviens à Montréal, mais en avion, très souvent, on va passer au-dessus de l'île et évidemment au-dessus du fleuve. Et à chaque fois, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans le fleuve Saint-Laurent? Qu'est-ce qui s'y trouve? Parce que j'ai plongé à de nombreux endroits dans le fleuve, mais pas à Montréal, parce que c'est sûr qu'avec l'eau brune, verdâtre, c'est pas très invitant pour aller faire de l'exploration. Okay. Et en même temps, notre eau potable, à 80%, vient du fleuve Saint-Laurent. En fait, dès qu'on habite à l'est de Atwater, toute notre eau potable vient du fleuve. Donc ça me posait beaucoup de questions auxquelles je voulais avoir mes réponses, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce projet d'Odyssée urbaine aquatique qui comportait cette grande plongée, en fait, qui s'est fait en 2 plongées, où je suis partie de l'île Perrot jusque Repentigny. Ça s'est passé le 14 septembre. Oui. Et parallèlement à ça, il y a eu d'autres étapes. Une autre étape qui était d'analyser l'eau, en fait, de prendre des échantillons de sédiments et d'eau à partir de Rockport en Ontario jusque Trois-Rivières, un petit peu plus loin dans le Québec, donc sur 350 km, pour justement aller à la recherche de ce qu'on appelle les contaminants d'intérêt émergent. OK. Et est-ce que tu as découvert quelque chose d'intéressant? Effectivement, on découvre des choses. Alors, les scientifiques étaient déjà au courant du fait de la présence de contaminants émergents. Fait que ce qu'on appelle les contaminants d'intérêt émergent, ce sont les pesticides, les herbicides, les hormones, les antibiotiques, tous les résidus de médicaments, la caféine. Et effectivement, dans le fleuve Saint-Laurent, il y a des traces, des nanoparticules, si on veut, de tous ces composés-là. Donc ça se retrouve dans notre eau potable? En partie dans notre eau potable. Même si elle est traitée, il y a 6 usines de traitement d'eau à Montréal qui vont faire différents traitements, plus ou moins poussés. Il reste que certains de ces composés-là sont encore dans notre eau potable. Mais même dans les bouteilles d'eau, il ne faut pas se leurrer. La plupart des bouteilles d'eau sont des bouteilles en fait, d'eau de robinet qui ont été prises dans d'autres villes, simplement mis en bouteille. Donc effectivement, dans ces bouteilles-là, on peut en trouver aussi. Effectivement. Mais là, je veux connaître ton aventure. Comment ça s'est passé sous l'eau? C'est énorme, 30 heures. C'est effectivement énorme. Alors, ça a été une grande aventure. Ça a pris un peu plus d'1 an de préparation. OK. Comment on se prépare à ça, d'abord? Comment on se prépare? On fait différents tests. Déjà, en termes de plongée, ça fait plus de 20 ans que je plonge, que je fais toutes sortes de plongées, de la plongée profonde, dans des grottes, un petit peu partout. Et ce qu'on fait, c'est qu'on s'habitue à passer de plus en plus de temps sous l'eau. Donc, en 2017, j'ai fait ce que j'appelle ma preuve de concept, où j'ai plongé sur 21 km. Donc, j'étais partie de la Ronde pour aller jusqu'à la pointe Est, le parc du bout de l'île, parce qu'il y a un parc qui s'appelle comme ça, dans l'Est de Montréal, pour justement m'assurer d'avoir tout l'équipement nécessaire pour pouvoir faire cette plongée-là. Et une fois que ça a été complété, j'avais simplement à établir mon trajet. Mais quand je dis simplement, c'est un petit peu la rigolade parce que c'est assez complexe. Ah oui. D'autant plus que de traverser le fleuve Saint-Laurent, on doit passer en dessous de 8 ponts, passer au-dessus de 2 tunnels. Et mon plus gros défi était les rapides de la Chine. Et c'est certainement pas un endroit où normalement on ferait de la plongée. Donc j'ai fait toutes sortes de plongées tests pendant 1 an pour savoir quel était le meilleur endroit pour passer, de quelle façon j'allais passer, quel genre d'équipement j'allais avoir besoin et quelle équipe j'allais avoir besoin. Donc au final, quand je me suis mis à l'eau le 14 septembre, j'avais une équipe de plus de 22 personnes, 5 bateaux différents parce que je n'avais pas un seul bateau qui pouvait faire toute la traversée. Et je me suis mis à l'eau le vendredi matin.
Et au départ, j'aurais souhaité pouvoir faire toute la plongée d'un trait continu, mais on a eu toutes sortes de mésaventures. Alors j'ai dû sortir de l'eau, prendre une pause, et le samedi matin, très très tôt, on s'est remis à l'eau pour sortir finalement à Repentigny à 10h30 à peu près le samedi soir. Et tu dis que tu as eu des mésaventures. Qu'est-ce qui s'est passé? Une de mes grosses problématiques, c'est assez drôle, c'est que c'était probablement la dernière belle fin de semaine de l'été. Et tout le monde était sur le fleuve en bateau. Donc il y avait énormément de trafic maritime, ce qui m'a obligée à devoir plonger en dehors du chenal de navigation. Et le fleuve Saint-Laurent, on a l'impression qu'il y a énormément d'eau. Mais en fait, ce n'est pas très profond, surtout dans la partie ouest. Donc j'ai dû me retrouver en fait dans les hauts fonds, entre guillemets, dans 5, 6, 7 pieds d'eau. Et étant donné qu'on a un été qui a été très chaud, les herbes aquatiques, les plantes aquatiques étaient très hautes jusqu'à la surface, ce qui a ralenti ma progression. Et même si j'utilisais des propulseurs, en fait, ce que j'aurais dû faire en 3 heures, ça m'a pris 8 heures. Donc pendant 8 heures, grosso modo, j'ai un petit peu tondu le gazon sous-marin, dans le sens où je devais nettoyer constamment les hélices du propulseur pour pouvoir continuer d'avancer. Donc ça a été un de mes plus gros problèmes. Puis suite à ça, plus j'avançais lentement, plus j'usais les batteries de mes propulseurs. Donc ça a pris de pouvoir trouver en plein milieu de la soirée d'autres propulseurs, d'amis à droite à gauche, de plongeurs à droite à gauche, pour être capable d'avoir suffisamment d'équipement et de ressources pour pouvoir continuer. Wow, écoute, tu es aussi cinéaste, donc on va regarder un extrait d'un de tes courts documentaires et puis on se retrouve tout de suite après la pause et on va en reparler. Alors restez là en compagnie de Nathalie Lasselin. On est de retour à Personnalité en compagnie de Nathalie Lasselin. Donc, avant la pause, tu me racontais ton odyssée à Montréal de 70 km. Et bon, il faut dire que tu as 20 ans d'expérience, tu as visité des grottes inhabitées, jamais visitées avant, tu as visité les profondeurs sous-marins un peu partout à travers le monde. Et pourtant, ton odyssée à Montréal a été l'une des plus dangereuses, l'une des plus difficiles. Pourquoi? Ce qui est drôle, c'est que de monter une expédition à Montréal, c'est aussi compliqué que d'aller en Arctique. C'est une expédition extrême à 20 minutes du centre-ville, du fait de la géomorphologie en fait, du fleuve Saint-Laurent. Les rapides sont absolument périlleux. Il ne faut pas oublier que Jacques Cartier, quand il pensait rejoindre l'Asie, il était convaincu qu'en passant par le fleuve Saint-Laurent, il se rendrait en Asie. C'est pour ça qu'on appelle la Chine, parce que pour lui, les rapides de la Chine, c'est ce qui l'empêchait de rejoindre la Chine à l'époque. Et de pouvoir passer à travers ces rapides-là, ça demandait beaucoup de recherche, beaucoup de tests, énormément d'équipement. Et le fait que ce soit une plongée en continu et en mouvement nécessite d'avoir énormément de redondance et de personnes qui puissent acheminer l'équipement sous l'eau. Alors c'est pour ça que ça en faisait une expédition qui était très complexe. Et c'est le genre d'expédition qu'on va faire moins fréquemment. Est-ce que ça demande un équipement particulier? Est-ce que ça, c'est l'équipement ici que tu as utilisé? Oui, ça, c'est une partie de l'équipement que j'ai utilisé parce que j'avais ce qu'on appelle sur le dos un recycleur. En fait, c'est un petit peu le même appareil qu'un astronaute va avoir sur le dos. Oh, wow!
Étant donné que l'astronaute, il est dans l'univers où il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'air vraiment qu'il puisse respirer. Donc il a besoin d'avoir ses réserves d'air et d'oxygène sur lui. C'est exactement ce que j'avais avec ce qu'on appelle mon recycleur. Et donc à un moment donné, par contre, il faut changer la machine. Donc je devais avoir plusieurs machines. Et ce masque-là, c'est ce qu'on appelle un full face, un masque intégral, qui me permettait de pouvoir non seulement respirer, mais en plus de pouvoir communiquer avec la surface. Parce que sous l'eau, j'avais une visibilité de 3, 4, 5 pieds. Moi, je n'ai aucune idée où je m'en vais. Je n'ai simplement qu'une boussole. Et à la surface, il me donnait un azimut pour me dire bah, « écoute, il faut que tu ailles vers le nord, un petit peu plus à droite, un peu plus à gauche ». Donc, je devais complètement me fier sur les informations qui venaient de la surface pour savoir où je m'en allais. Donc, tu te promenais vraiment avec ta boussole. Tout à fait. Puis, tu prenais des photos, des vidéos en même temps? Alors, pendant la plongée, j'ai pris moins de vidéos parce que j'avais déjà tout l'attirail, le scooter et tout ça. Il y a eu d'autres plongées pendant lesquelles j'ai pris de la vidéo. Sinon, on avait des petites caméras compactes, style GoPro, Paralens, que j'utilisais pour pouvoir capter en fait la plongée pendant la progression. OK. Écoute, tu as fait plein d'autres explorations. Tu es allé en Arctique. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette aventure-là? Tu as filmé des ours polaires, tu es allé sous l'eau. En fait, l'Arctique, j'y suis allée, je pense, 8 ou 9 fois. C'est une des destinations que j'aime énormément, en dépit du fait que ce soit assez difficile, dans le sens où c'est froid, c'est un climat qui est très dur. Oui. En même temps, c'est l'endroit, quand on se trouve à vivre sur la banquise, quand j'y vais, en fait, on établit un camp de base de tentes sur la banquise. Et lorsqu'on sort de sa tente, ben, autour de nous, c'est complètement blanc. Et c'est là où on se rend compte que la Terre, c'est vraiment une planète. Parce qu'il n'y a vraiment pas l'impact ni la trace de l'humain à ces endroits-là. Et c'est assez fascinant. La façon dont le son voyage, qui n'est arrêté par absolument rien, c'est totalement différent. C'est une expérience qui est une des plus précieuses et rares pour moi. Et en même temps, ben, c'est un petit peu la base de tout. C'est ces grands glaciers qui malheureusement fondent, la banquise qui fond et qui payent des conséquences de toute notre activité sur Terre. Donc toi, tu as été témoin de tout ça pendant tes voyages. Effectivement. Je me souviens très bien à un moment donné pendant un des voyages, parce que je guide des plongeurs là-bas pour les amener vivre et plonger sous la banquise. Et un soir, on a des grands vents qui commencent à se lever. Et sur le temps de la nuit, et une nuit est très très courte parce que l'été, il n'y a pas de nuit, il fait clair tout le temps. Donc peut-être à 6 heures de sommeil, on a perdu à peu près 5 km de banquise sur l'espace d'une seule nuit. Alors la veille, je leur avais montré un iceberg où on allait pouvoir plonger. Et le lendemain matin, quand j'ai ouvert ma tente, eh bien, je pouvais voir l'océan et il n'y avait plus d'iceberg, il n'y avait plus de banquise, elle était complètement partie. Ça avait complètement fondu. En fait, elle était partie, elle était poussée vers l'océan à cause des grands vents. Wow! Écoute, on va regarder un autre extrait d'un de tes courts documentaires et puis on se retrouve tout de suite après la pause en compagnie de Nathalie Lasselin. Alors restez là. We're in prime polar bear viewing territory. This is our polar bear alley. Our goal, our philosophy is very much twofold. We're trying to provide a very safe, real encounter for our clients and for our guests to see these amazing animals in very, very close proximity. And we are looking at them eye to eye, and oftentimes we're looking up at them and they're looking down at us. So it's a really special place. There is no other place in the world that you can have these types of experiences. And we're very happy and proud to be working with our Inuit guides from the community of Arviat, which is just about 60 miles north of us. And it's through their amazing ability to read the animals, to locate the animals, to interpret their behavior, that we can have a really safe, amazing, intimate encounter. We are protected by an electric fence, and so the little compound, the cabin complex that we are in, has an electric barrier that surrounds the entire camp. It's unintrusive. You can pretty much photograph right through it. There's nowhere else in the world you get this type of topography, this type of wildlife. And the team at Arctic Kingdom is dedicated to bringing people to some very remote
places, providing a little touch of luxury and some amazing food 24/7. So if a client isn't leaving with a tear in their eye, I haven't done my job. In 2 days we saw 5 bears, and last night polar lights, so it's 100% success this trip. It's the most amazing destination. I mean, you get to see our planet as a planet. Being up close to majestic creatures is quite an amazing feeling. It's not just the polar bears either. So you see the polar bears and then you see the changing landscape. It's the Serengeti of the North. That's exactly what it is. On est de retour à Personnalité en compagnie de Nathalie Lasselin. Tu as fait le tour du monde en plongée. J'aimerais savoir quelle est l'aventure qui t'a le plus marqué? Oh, c'est difficile comme question. Il y en a tellement. Toutes mes plongées, même des plongées parfois dans 15 pieds d'eau, ou par exemple pas très loin de Montréal, je peux voir des nectures tachetées, ça me fascine. En fait, à chaque fois que je me mets à l'eau, il y a toujours un élément fascinant. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus marquantes. Quand on plonge, mettons, avec les requins, les grands blancs. Je t'ai vu avec des requins. Ça, Est-ce que c'est dangereux? Alors, c'est dangereux. Comme n'importe quel animal, à la limite, je dirais comme n'importe quel humain, ça peut être potentiellement dangereux. Il faut connaître le comportement de l'animal, et c'est encore plus vrai chez les grands mammifères, chez les grands animaux, de par leur puissance. Donc, mais le moment où on comprend comment agit et réagit un requin, un grand blanc, on sait comment se comporter, donc de ne pas se comporter comme une proie, c'est-à-dire ne jamais tourner le dos à un requin, ne pas respirer rapidement, ne pas faire trop de bruit et ne jamais le fuir. Donc, pas se mettre à palmer très très vite pour le fuir, sinon on se comporte comme une proie. Ça demande tout un contrôle. Exactement, mais le moment où on se contrôle, où on est très très calme, de pouvoir le voir extrêmement proche de nous, c'est quelque chose de fascinant. Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta vie? Peur pour ma vie, il m'est arrivé des moments de grand inconfort. Une fois avec un requin, mais on était dans un endroit où on était vraiment dans le grand bleu, on était très éloigné et puis c'était pas un grand blanc. Ça m'est déjà arrivé à un moment donné sur une épave où là, en fait, j'ai pas vraiment eu une grande peur, mais où c'était le moment où il fallait absolument que je sois très très concentrée sur ce que j'avais à faire. Et quand on fait de la plongée technique, de la plongée d'exploration, on a vraiment appris et répété maintes fois comment se comporter. Et en fait, la minute où on arrive à garder notre contrôle sur notre cerveau, ça va bien. Mais la minute où on commence à paniquer, ce qui peut arriver à n'importe qui, et des débuts de panique, ça arrive, c'est normal, ça fait partie de l'humain qu'on est. Oui. Alors bon, quand on commence à paniquer un peu, simplement de se dire, ok, arrête-toi, respire, pense, est-ce qu'il y a un vrai réel danger? Est-ce que tu as encore de l'air? Et tant et aussi longtemps qu'on a de l'air, on est vivant. Ah oui. Donc après, c'est de travailler sur la solution. Alors c'est sûr qu'il y a des moments, c'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Oui, j'imagine. Mais c'est tellement fascinant tout ça. Ton désir de devenir une héroïne, ça remonte à ton enfance? Ben, de devenir une héroïne, en fait, comme je le dis dans mon TEDx, c'est malgré moi. Je pense que j'avais surtout envie de découvrir ce qu'il y avait plus loin que la ligne d'horizon. Et j'ai toujours cette curiosité de me dire, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Qu'est-ce que ça peut me dire sur la planète? Et pas juste de le voir pour moi. Si c'est de le voir simplement pour moi, ça ne m'apporte pas grand-chose, mais c'est vraiment de le partager. Parce que je me rends compte que j'ai la chance et j'ai fait les choix dans ma vie de pouvoir aller voir tous ces endroits-là, de pouvoir expérimenter ces situations-là. Et ensuite, pour moi, c'est de les partager à travers mes films, à travers mes conférences ou des écrits dans des magazines. Quels sont les plus grands secrets de la nature que tu as découverts? Je pense que le plus grand secret, c'est que la nature n'a pas besoin de nous. Mais nous, par contre, on en a besoin énormément. On en parle beaucoup dernièrement. Malheureusement, on en parle trop, mais on fait trop peu de choses. Et je pense que ce que la nature, en fait, m'a appris et de ce que j'ai vu, c'était de vivre une meilleure harmonie avec la nature. Et je ne le fais pas pour les générations futures.
parce que les problématiques auxquelles on va être confronté, c'est peut-être dans 10 ans, peut-être moins que ça. Déjà. Et souvent, on se dit, ouais, ben c'est pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Non, c'est pour nous. C'est pour nous. Ça va être pour nos vieux jours, peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et tous les petits gestes qu'on peut faire vont faire en sorte qu'on va avoir une meilleure harmonie avec la nature, on va être en meilleure santé et automatiquement, on va être plus heureux. Et c'est ça qu'on oublie parfois. Et à chaque fois, moi, souvent, je me dis, même à Montréal, tu sais, quand une journée un peu difficile au travail, j'ai juste à aller sur le bord du fleuve, de regarder les oiseaux, de regarder les écureuils, la nature qu'il y a là. C'est gratuit, ça coûte rien. C'est incroyable comment ça fait du bien, comment ça nous permet de nous rapprocher de la nature, d'où on est vraiment. Sur quoi tu travailles en ce moment? Les projets qui s'en viennent pour toi? Ben, j'ai d'autres projets de plongée, donc plongée souterraine, en France notamment. J'en ai pas fini avec le fleuve Saint-Laurent. Non? Il me reste encore d'autres choses à voir. Je continue à faire des campagnes de nettoyage du fleuve. À chaque fois que j'amène des plongeurs, on plonge une demi-journée, puis on va sortir à peu près 700 livres de débris. Ça va être des bouteilles, des vélos, des pneus, des cochonneries. Et je veux vraiment nettoyer le fleuve Saint-Laurent à Montréal. Et en fait, inspirer les gens à se le réapproprier. Puis souvent, je dis aux gens, même les gens qui n'ont pas d'argent, le plus beau voyage à faire quand on n'a pas d'argent, ça coûte 2 billets d'autobus, peut-être 4. C'est de prendre l'autobus, d'aller au bout de l'île de Montréal, puis de marcher le long de la rive, de regarder le fleuve. C'est incroyable. On a tellement de fenêtres sur le fleuve. Moi, je l'ai fait l'an dernier en une seule journée, mais bon, c'était peut-être un peu intense, là. Et c'est 2 bonnes journées de marche à faire avec des enfants. On peut s'arrêter, prendre une petite crème glacée, s'asseoir, prendre son lunch. Ça coûte rien, ça coûte 4 billets d'autobus. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire quand on se dit, ben, j'aimerais ça partir en voyage. Ben, partez en voyage à pied, ça va vous coûter une paire de baskets, là, puis c'est à peu près tout. Pas besoin d'aller si loin que ça, finalement. Du tout. Et c'est ça, je pense que le fleuve, moi, m'a appris, c'est que c'est bien beau d'aller au bout du monde, mais on a une richesse à côté de chez nous qui est extraordinaire. Il faut juste aller en profiter. Oui. Puis rapidement, tu as un film au cinéma en ce moment. Absolument, ben, c'est mon film sur l'Arctique, donc qui passe dans le cadre des voyageurs aventuriers, et des aventuriers voyageurs, pardon, et qui va passer en fait dans les cinémas. Donc si on va sur ma page Facebook ou sur le site des aventuriers voyageurs, et au cinéma Beaubien, c'est au mois de décembre, ça passe à Laval, ça passe dans différentes villes au Québec. Il y a à peu près 70 projections du film. Merci beaucoup Nathalie pour cette entrevue. C'est moi qui te remercie. Alors, n'hésitez pas à aller consulter les réseaux sociaux pour retrouver Nathalie Lasselin pour suivre vraiment tous ses voyages, ses explorations. C'est incroyable. Et pour nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde.